j'ai l'honneur de représenter un jury qui est passionné, studieux, assidu. Et nous avons été passionnés par votre livre, effectivement. Et si je peux me permettre quelques petites questions, parce que ce sont des questions aussi que nous nous sommes posées quand nous avons étudié votre mise en perspective, pour ne pas dire mise en abîme. Parce que, Christian, tu parlais d'une contre-histoire, c'est un récit dystopique. C'est quasiment une dystopie que vous nous proposez. Donc on passe d'une dépendance qui est celle des énergies fossiles à l'étau d'une autre dépendance qui est la dépendance des métaux rares, des terres rares. Donc première question, est-ce que, avec la meilleure volonté du monde, c'est de réussir la transition énergétique? On est en train finalement de s'enfoncer, en tous les cas, de s'enfoncer dans une impasse et de tomber dans l'abîme, à vous de me dire. C'est gai, hein. On distribue du Prozac à la sortie. Je vais répondre en quelques instants. D'abord, merci beaucoup, je suis infiniment heureux d'être ici, et puis c'est pas tous les soirs qu'on soit un prix, alors 2 prix, donc je vais en profiter. Nous sommes dans une transition métallique. Nous étions dans la transition du charbon au 19e, puis du pétrole, et puis au 21e, on se dit on va se débarrasser du charbon et du pétrole. C'est responsable du réchauffement climatique. Il faut gagner la bataille du climat, et donc on va passer vers les technologies vertes. Ces technologies sont fortement consommatrices de métaux, quels qu'ils soient, des métaux de base, mais aussi les fameux métaux rares, recherchés pour leurs propriétés catalytiques, optiques, magnétiques. Et effectivement, nous sécrétons une nouvelle dépendance. Donc à l'instant où on essaye de se débarrasser de façon tout à fait relative des hydrocarbures, en réalité, nous sécrétons une dépendance vers ces matières premières, pour ces matières premières. Et lorsqu'on regarde la transition énergétique sous l'angle de ces matières premières, en fait, c'est la phase B. C'est une contre-histoire qui vient totalement déconstruire les grands récits incantatoires sur la transition énergétique. Elle nous est présentée comme écologique, industriellement merveilleuse et puis géopolitiquement apaisée. En fait, c'est probablement tout l'inverse qui se passe, parce qu'il va bien falloir aller chercher ces métaux rares quelque part. Donc d'où ma deuxième question. Aller chercher ces métaux rares quelque part, on voit que les cartes de la géopolitique sont rebattues et font émerger donc un acteur majeur qui est la Chine. Et on comprend en lisant votre livre que, si je peux me permettre la trivialité du propos, c'est un coup qui a été préparé depuis longtemps. Est-ce que ça a été préparé depuis longtemps? Ça donne l'impression, quand on vous lit, qu'en tous les cas, qu'il y a une forme d'intention de concentrer, en tous les cas, un vrai dumping, en tous les cas, sur le coût des matières premières des métaux rares, avec la volonté aussi d'un déplacement d'échelle de valeur sur le territoire chinois. J'ai lu le livre. En fait, c'était la question piège. En fait, ça a été préparé par les... Surtout, en fait, nous sommes tous responsables de cette situation. Comme ces minerais sont excessivement polluants, un enjeu des années 80-90 a été de se dire, mais comment on se débarrasse de la production de ces minerais, tout en récupérant finalement le minerai purifié, mais en aval de la chaîne. Et les Occidentaux ont fermé mines et raffineries de tous ces minerais pour les transférer vers les pays qui, dans les années 80-90, étaient prêts à salir leur environnement pour s'enrichir. Et c'est la Chine qui a récupéré une partie de ce fardeau-là, pour que nous puissions ensuite racheter les minerais purifiés et dire, regardez comme nous sommes écolos. Simplement, qu'est-ce qui se passe quand on laisse 95% de la production de tous ces métaux rares à un pays qui est lui-même de grandes ambitions industrielles? Que fait un pays qui tient 95% de la production des métaux rares face à des clients qui aimeraient bien les lui acheter pour regarder la valeur ajoutée? Ça se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe. La Chine conserve la valeur ajoutée, retient la matière d'abord, de façon à nous attirer sur son territoire, en échange de la technologie, donc matière contre technologie. Je ne vous vends plus la matière, mais si vous la souhaitez pour vos industries, bien venez délocaliser vos industries, venez délocaliser vos laboratoires de recherche et développement. Et donc la guerre des matières rares devient une guerre des matières grises, parce qu'après la mine, et en fait au bout de la chaîne, il y a le laboratoire. Et c'est là que la Chine est en train de s'imposer. Et oui, ça a été préparé depuis longtemps, parce que c'est une vision stratégique chinoise qui date des années 90. Et c'est une forme de guerre économique qui nous a été déclarée. Et je crois qu'on n'a toujours pas compris qu'on était dans cette guerre. Alors il y a quelque chose qui m'a vraiment... J'ai envie de vous poser la question, mais comment on a pu être aussi naïf? Alors est-ce que c'est la cupidité qui fait le monde et on a été juste cynique, naïf? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce hold-up en fait puisse se faire quasiment sous nos yeux, et y compris dans des pays sur des industries aussi stratégiques que celle de l'armement, et ça s'est passé aux États-Unis? En fait, c'était la mondialisation heureuse.
La mondialisation heureuse, c'était cette idée, qui est toujours vraie en partie, cette main invisible des marchés qui fait que, quel que soit le prix qu'on puisse y mettre, on trouvera la matière, le marché fournira la matière. Simplement, dans un monde de ressources rares, en fait, même si vous mettez beaucoup d'argent, vous n'aurez pas la matière. Et donc, on s'est laissé un peu porter par cette idée que l'offre et la demande viendraient s'équilibrer et que ce n'était plus l'affaire des États que de s'occuper de ces approvisionnements-là. Et puis, il y a une question plus fondamentale qui est celle de notre culture de la matière première. Nous allons au Monoprix, nous achetons un plat surgelé tout préparé, on ne sait plus ce qu'il y a dans le plat surgelé, on n'a pas fait la cuisine nous-mêmes. Ouvrez le capot de votre voiture aujourd'hui. C'est infiniment plus complexe de comprendre le moteur d'une voiture qui plus est électrique par rapport à une bonne vieille 4L. Et donc nous avons perdu le lien à la matière. Nous n'avons plus le lien à la matière. Elle a été tellement transformée, les produits sont tellement complexes que finalement on ne fait plus ce lien qui était pourtant évident à l'époque entre la ressource minière et puis le produit fini. Et finalement, ce que nous avons gagné en pouvoir d'achat, nous l'avons perdu en savoir d'achat. Alors ça m'amène à une considération, la fin de votre livre, je trouve une proposition très audacieuse, qui est de dire, mais finalement, pourquoi ne pas réouvrir les mines en Europe, et je veux dire en Europe continentale et en France, hein. Vous posez la question d'ailleurs du magnifique inventaire réalisé par le BRGM. Est-ce qu'on ne pourrait pas rouvrir les mines en France? Donc là, quand on entend ça, évidemment, on voit bien que cette idée-là, elle est un petit peu étonnante et urticante. Mais vous avancez aussi l'argument de la souveraineté sur des matières premières, mais vous avancez aussi un argument moral, en disant la voiture électrique, en fait, elle est très polluante, parce que si on prend l'intégralité du cycle de vie, donc en amont et en aval, on s'aperçoit que, bien évidemment, l'extraction de ces terres rares se fait dans des conditions, vous parlez de la Mongolie, dans des conditions humaines et écologiques absolument déplorables, et ça, on ne veut pas le voir, on ferme les yeux. Si on avait ces mines, certains, bien sûr, des métaux, et dans notre, je dirais, dans notre précaré, mais on pourrait peut-être extraire proprement les mines avec un coût social et environnemental, certes, un coût existant, parce que principe de réalité, ouvrons les yeux d'un mode de vie polluant, mais à tout le moins, on pourrait le faire proprement et montrer à la face du monde que l'on peut peut-être réconcilier des indicateurs, enfin en tout cas des considérations éthiques, économiques et écologiques. Alors, ça va pas vous faire que des amis, hein? Non, mais j'assume parfaitement. Je sais que c'est très provocateur, mais en fait, je crois à la mine en France et en Europe, à 3 types de mines. Enfin, c'est la même, mais ça se décline en 3 idées, 3 propositions. D'abord, la mine responsable. C'est pas la mine écolo. La mine écolo, ça n'existe pas. La mine verte, c'est bien évidemment du greenwashing. Mais la mine responsable, ça veut dire qu'on essaie de faire un peu mieux que ce qu'on a fait par le passé, et puis peut-être que c'est mieux de faire la mine responsable chez nous que la mine irresponsable ailleurs. Et cette idée de mine responsable, ça veut dire que si on contrôle l'origine du minerai avec nos labels, nos médias pour vérifier que ça se passe bien, comptez sur moi. Plus le fait qu'il va y avoir un contrôle de la société civile, des populations riveraines, eh bien on va produire un minerai moins sale et donc peut-être des technologies moins polluantes. Donc finalement la mine en France, c'est peut-être la meilleure décision écologique qui soit. Et puis c'est aussi la mine éthique. Vous savez, sur le fronton du ministère de la Transition écologique, il y a marqué « La transition écologique est solidaire ». Qu'est-ce qu'il y a de solidaire à aller laisser les pays pauvres extraire ce minerai pour que nous puissions nous acheter des iPhones à 1 400 €? Il n'y a rien de solidaire là-dedans. Donc moi je dis, si on est vraiment solidaire pour de vrai, eh ben, assumons ce fardeau minier à hauteur de notre consommation. La France, c'est 2% et quelques du PIB mondial, et bien produisons 2% du PIB mondial. Dernière idée, c'est la mine pédagogique. Tant que nous n'aurons pas une mine sous nos yeux, et qu'on ne comprendra pas qu'à chaque fois qu'on s'achète un téléphone portable, on fait un trou de 70 kg de terre dans notre jardin, on ne changera pas de mode de vie. Mais si le jour où je veux changer de portable, on me dit on va faire un trou de 70 kg dans ton jardin, parce que c'est la matière immobilisée pour un téléphone de 120 grammes, peut-être que ce jour-là, je changerai vraiment de mode de vie. Donc je crois à ce choc sanitaire visuel de la mine, que j'appelle pédagogique, parce qu'elle permet de faire de la pédagogie sur la matière, et peut-être que ce jour-là, nous serons cohérents avec nos modes de vie écolo-connectés que nous proclamons à longueur de journée. Sortir de cette pensée magique et d'aller aussi vers un peu plus de tempérance, de sobriété. Cette transition est présentée comme une transition technologique. Mais si on croit que par la grâce d'une technologie verte on va tout régler, c'est une erreur totale. Si on pense qu'en changeant juste de moteur thermique pour l'électrique et en chauffant avec un panneau solaire sur le toit, on va sauver le climat, je crois qu'on fait totalement fausse route. Et ce que je vous dis, c'est pas une vision d'écolo, c'est une vision de journaliste qui a regardé les chiffres. Et donc, à un moment, cette transition, je la constate, c'est une transition paresseuse. Parce que si nous n'assumons pas tout le volet social, tout le volet bouleversement des modes de consommation, bouleversement des modèles économiques,
bouleversement des modèles d'organisation qui impliquent cette transition vers un monde plus vert, alors nous n'y arriverons pas. Donc c'est ça le grand enjeu, qui est un enjeu absolument colossal, qui va bien au-delà de ce qui se décide au salon de l'automobile aujourd'hui. Alors dernière question, Star Wars. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Star Wars? Parce qu'on ne prend pas vraiment le chemin de la tempérance quand on parle d'aller peut-être à prendre des minéraux directement dans les astéroïdes. Juste un dernier mot. Un dernier mot très rapide, mais une étude a été menée par des Français. Compte tenu de nos besoins en minerais pour les 30 prochaines années, pour tous nos besoins en général, nous allons devoir extraire plus de minerais du sous-sol que ce que nous avons extrait comme minerais depuis 70 000 ans. Au nom de la sobriété, bien sûr. Et donc la question se pose de où est-ce qu'on va aller chercher ces minerais, avec toute la géopolitique que ça implique. Et on va notamment les chercher dans les océans, puisqu'il y a les nodules polymétalliques dans les océans, et puis tout d'un coup on découvre qu'il y a aussi des minerais dans l'espace. Et donc pourquoi pas aller se positionner sur l'orpaillage spatial. Alors ça paraît un peu fou, mais les Américains, d'ores et déjà, sont en train de modifier leur législation sous Obama pour dire celui qui ira chercher un minerai dans l'espace, eh bien ce minerai sera à lui, ce sera sa propriété privée, ce qui est contraire aux traités internationaux sur l'espace, puisque dans l'espace, c'est la propriété de tous, cet espace. Or là, il y a une brèche qui est tranchée, qui est faite dans ce consensus au nom de ces minerais rares. Donc, jusqu'où irons-nous pour notre quête d'un modèle plus respectueux de l'environnement? Est-ce que, finalement, au nom du moindre impact de l'homme sur les écosystèmes, nous ne sommes pas en train, en fait, d'étendre l'impact de l'homme sur les écosystèmes? Est-ce que, finalement, cette transition, c'est pas un gigantesque paradoxe? Merci beaucoup. Merci.